Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça a l'air de marcher. Donc effectivement, comme vous l'a présenté Florence, donc je me suis occupée pendant 6 mois de faire une étude de droit comparé sur 11 pays qu'on a choisis, que vous avez là. Donc je vais citer rapidement, c'est l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède. Donc dans chacun de ces 12 pays, parce que j'inclus aussi la France, j'ai étudié la réglementation actuelle sur 5 domaines et je vais vous en présenter 3 plus en détail qui sont le statut du cheval, la fiscalité des activités équines et les normes de bien-être. Les 2 autres thématiques donc, sont tout ce qui est identification, traçabilité, mouvement des chevaux et les paris hippiques dans le contexte de l'ouverture à la concurrence des jeux hippiques. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire cette étude à l'IFCE avec le portage de l'Institut de l'élevage? Comme le disait Florence, on se rend compte aujourd'hui dans la filière équine de plus en plus de l'importance des réglementations européennes et de leur potentiel impact. Donc ce qu'on a voulu faire, au-delà d'une simple veille juridique sur les évolutions européennes, c'est d'aller plus loin en allant voir dans chacun des pays de l'Union européenne, en tout cas ceux de l'étude, quelles pouvaient être les lois existantes, qu'est-ce qui touchait particulièrement le secteur du cheval, quels étaient les enjeux du moment, qu'est-ce qui se faisait de bien, de moins bien, et surtout quelles pouvaient être les différences telles qu'elles pourraient handicaper éventuellement des positions communes à porter au niveau européen. Pardon. Donc sur la première des thématiques qui est celle du statut du cheval, je vais vous redonner quelques éléments de contexte. Donc en fait, la question du statut du cheval, c'est celle de se demander si le cheval est un animal de rente ou un animal de compagnie. Ou en d'autres mots, également se demander est-ce que le cheval devrait être entré dans les politiques agricoles de manière générale ou non. Pourquoi est-ce que ce débat revient très souvent sur le devant de la scène ? Tout d'abord, je pense que c'est parce qu'en Europe, et on pourrait même dire dans le monde, il y a une pression foncière qui est assez importante. L'accès aux terres est difficile, aux terres agricoles. Et comme on le sait, les activités des entreprises cheval demandent de l'espace, pas uniquement pour l'élevage, mais également pour l'entraînement, pour la préparation et même pour les centres équestres. Et donc les entreprises cheval vont se retrouver souvent en concurrence avec des agriculteurs dits plus traditionnels. L'autre élément dont vous avez tous certainement conscience dans la salle, c'est la réforme qui a eu lieu à partir de 2005 en France sur l'idée d'une uniformisation du statut du cheval pour donner un caractère agricole, une qualification agricole à l'ensemble des activités équestres. Donc la question que je me suis posée, la question de départ pour faire cette étude, c'est est-ce que les autres pays européens ont fait face aux mêmes difficultés que la France quand elle a choisi de faire sa réforme? Est-ce qu'ils ont trouvé des réponses à ces difficultés qui sont une difficulté de qualifier les activités équestres? Donc la réponse est oui, ils font face aux mêmes difficultés, mais non, ils n'ont pas vraiment donné de réponse et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les différentes séries de règles sur lesquelles je me suis basée pour cette étude sont tout d'abord la série de règles qui concerne l'installation des activités en zone rurale. Est-ce qu'on peut construire sur un terrain agricole et les règles qui sont liées en termes de bénéfices du bail rural ou de contrôle des structures, d'obligation de qualification agricole. Et la deuxième série de règles, c'est tout ce qui concerne le régime de fiscalité agricole. Alors je parle là d'imposition directe. La TVA fait un peu l'objet d'un sujet à part que je traiterai dans une deuxième partie. Donc la grande absente de cette étude, c'est la PAC. Effectivement, on a pris la décision de ne pas le traiter, tout simplement parce que on s'est rendu compte que sur le temps qu'on avait, le nombre de pays qui étaient étudiés, sachant que de nombreuses aides PAC proviennent du deuxième pilier qui est régionalisé en plus dans les pays, ça semblait absolument impossible d'avoir une vision suffisamment juste de quelles sont les aides concrètement que les différentes entreprises européennes peuvent obtenir de la PAC au niveau du cheval.
Donc le constat qui est fait dans à peu près tous les pays, c'est qu'on a du mal à déterminer quelles activités sont ou pas agricoles, et surtout du mal à intégrer le cheval dans les règles d'aménagement rural. Il n'y a pas vraiment de stratégie nationale dans les différents pays, c'est souvent d'une collectivité à l'autre qu'on va avoir des règles et des décisions assez différentes. Donc les séries de règles dont je vous ai parlé sont des règles qui sont nationales, donc ce ne sont pas des décisions qui sont prises au niveau européen. Malgré tout, on voit que l'Union européenne a parfois une influence sur ce statut, notamment on pense aux décisions qui ont été prises dans les arrêts de la PAC, dans les arrêts de la TVA, où la Cour de justice s'est prononcée pour dire que le cheval n'avait pas par essence un caractère agricole et n'était pas destiné à la production agricole. Et donc je pense que cette question du statut agricole peut se retrouver en filigrane dans à peu près de nombreux textes européens, qu'il s'agisse donc de la TVA, qu'il s'agisse de la PAC, qu'il s'agisse même des règles sur l'identification et la santé animale. Donc quelques exemples un peu plus précis dans les différents pays. Donc, je vous ai listé ici quelques-unes des conditions limitatives qui faisaient que les activités équines ne peuvent pas accéder à un caractère agricole. Donc, la règle générale qu'on peut quand même dire, c'est que souvent l'élevage équin est considéré comme agricole, mais ce sont plus les activités connexes qui sont la préparation, l'entraînement ou les centres équestres qui ne sont pas a priori déterminés, enfin qualifiés ou non d'agricoles. Donc le premier pays, c'est en Allemagne. Le critère est celui de l'utilisation du sol, ce qui veut dire que le cheval est agricole à partir du moment où l'établissement auquel il est rattaché, l'exploitation auquel il est rattaché, est en théorie suffisante pour produire toute la nourriture dont il a besoin. C'est à peu près le même critère au Royaume-Uni qui est celui de la pâture exclusive, c'est-à-dire que le cheval va être agricole à partir du moment où il y a peu d'intrants dans son alimentation. En Italie, alors ce sont les activités d'entraînement de course qui sont exclues du caractère agricole au motif qu'elles demandent des connaissances techniques qui sont éloignées des connaissances qu'on demanderait à un agriculteur, donc qui sont trop spécifiques pour qu'on puisse considérer l'activité comme agricole. En Espagne, les centres équestres qui souhaitent s'installer en zone agricole doivent démontrer que leur activité a un intérêt général et ne peuvent bénéficier que d'un permis temporaire, ce qui veut dire que dans tous les cas, les infrastructures doivent avoir un caractère démontable. Généralement, le permis est calculé pour qu'au minimum, l'investissement qui est fait, qu'il y ait un retour sur investissement. Et enfin, en Irlande, la plupart des infrastructures peuvent théoriquement être considérées comme agricoles, sauf à partir du moment où elles sont destinées à accueillir du public, ce qui notamment a un impact sur les centres équestres. Donc je vais continuer sur ma série d'exemples en passant sur une autre thématique qui est celle de la TVA. Donc j'ai choisi pour l'illustrer les 3 pays qui, comme la France, ont fait l'objet d'une condamnation à la Cour de justice pour les taux réduits qu'ils appliquaient à la filière cheval. Donc le premier pays est l'Irlande, donc qui continue, malgré la condamnation, à appliquer un taux réduit pour les chevaux de selle de 9%, donc qui s'applique à toutes les opérations, qu'elles soient vente, location ou les prestations d'élevage. Ensuite, l'Allemagne, elle, a exclu l'ensemble des références faites au cheval dans l'application des taux réduits suite à sa condamnation par la Cour de justice. Cependant, les éleveurs allemands de chevaux peuvent être soumis au régime dérogatoire des producteurs agricoles. C'est également le cas en France. Seulement, ce régime est beaucoup plus intéressant en Allemagne, où les éleveurs sont exonérés de leur TVA et en compensation, ils touchent directement un taux compensatoire de 10,7% calculé sur le prix de leur vente. Alors qu'en France, ce régime permet d'être exonéré de TVA, mais il n'y a pas de taux compensatoire sur les ventes de chevaux de selle. Aux Pays-Bas, qui est donc le 3e pays à avoir été condamné, il y a un taux de réduit de 6% qui est appliqué aux ventes de jeunes chevaux jusqu'à 3 ans. Et également une exonération des pensions de chevaux. Donc ça, c'est
on le retrouve dans plusieurs autres pays. Il y a une sorte de débat. Certains pays considèrent que la pension de cheval est une location de biens immobiliers et à ce titre, elle peut être exemptée de TVA, alors que dans d'autres pays, on considère que la pension de chevaux n'est pas uniquement une location de biens immobiliers, mais plutôt un service, puisqu'en réalité, derrière, c'est le service de soins et de surveillance du cheval qui compte, parfois même de services spécifiques quand c'est une pension pour des chevaux des juments qui viennent à la CI, etc. Et dans ce cas-là, on est taxé au taux plein qui est lié à cette prestation de service. Donc la conclusion de tous ces exemples, c'est qu'il y a une grande disparité de taux et de pratiques, une grande disparité d'interprétation aussi d'un pays à l'autre de ce que leur autorise la directive TVA. En conséquent, il semble assez compliqué aujourd'hui d'imaginer qu'on puisse avoir une uniformisation au niveau européen avec des taux et surtout des logiques de taxation qui soient les mêmes d'un pays à l'autre. Et on irait plutôt dans le sens d'une rationalisation au sein de chacun des pays pour avoir des politiques de TVA cohérentes au moins au niveau d'un pays. C'est dans ce sens-là que pour aller de la réforme de la directive TVA, donc on attend en 2017 une proposition de la Commission européenne sur une possible réforme de la directive. D'après ce que la Commission a publié dans son plan d'action en 2016, une des possibilités retenues serait justement de laisser aux États plus de liberté pour choisir eux-mêmes quel taux ils appliquent et quelles sont les opérations qui sont soumises à ces taux. Le point faible, comme je le disais à l'instant, d'une telle réforme, c'est que ça ne permet pas d'uniformiser au niveau européen, donc on va pouvoir continuer à avoir des distorsions entre pays. Le point fort, c'est que ça permet de replacer le débat au niveau national et donc d'avoir au moins une certaine cohérence au niveau de l'État sur les choix qui sont faits. Enfin, la dernière thématique dont je voulais vous parler, c'est celle du bien-être des équidés. Donc pour cette partie, je me suis appuyée sur le rapport qui a été publié en 2015 par Eurogroup for Animals et World Health Welfare sur la situation du bien-être des équidés en Europe. Ce rapport fait un constat général qui est celui du manque d'adéquation de manière générale de toutes les normes qui peuvent être prises, que ce soit pour les animaux de ferme ou pour les animaux de compagnie, avec les besoins spécifiques des équidés. Donc le point de ce rapport est de dire que souvent les normes trop générales ne s'appliquent pas à la situation des équidés. En partant de cette idée, je me suis donc demandé dans chacun des pays, est-ce qu'il existe des normes spécifiques aux équidés? Quelles sont ces normes? Est-ce qu'elles sont efficientes? Est-ce qu'elles sont vraiment adaptées aux besoins ressenties? Comment elles sont perçues par les professionnels de chacun des pays? Et surtout, est-ce qu'éventuellement elles sont transposables à d'autres modèles nationaux? Donc j'ai repéré 3 séries de normes. Donc les premières sont les normes de soft law. Soft law, dans le jargon juridique, ce sont des normes qui sont non contraignantes. C'est-à-dire que ce n'est pas un texte de loi, mais elles peuvent malgré tout servir de référence. Donc c'est tout ce qu'on appelle les lignes directrices, les chartes, les orientations, les guides de bonne pratique. Donc c'est la grande majorité de types de normes qu'on retrouve dans les différents pays. C'est le cas aussi en France, avec la charte du bien-être équin. Souvent, elles sont, comme en France, soit faites à l'impulsion des socioprofessionnels eux-mêmes, soit ce sont les autorités qui demandent à créer de telles normes et qui impliquent les socioprofessionnels pour les concevoir. Les 2 faiblesses, malgré toutes ces normes, la première, comme je le disais, c'est qu'elles impliquent uniquement les socioprofessionnels, donc on a du mal à les étendre aux particuliers qui n'ont pas d'organisme représentatif, alors qu'une grande partie des détenteurs d'équidés sont malgré tout des particuliers. La deuxième faiblesse, c'est comme leur nom l'indique, elles sont molles, donc non contraignantes, et ce qui a une valeur un peu moindre aux yeux de l'opinion publique ou des associations de bien-être animal. Mais elles peuvent parfois intégrer des mécanismes de contrôle qui sont propres, alors qu'ils ne sont pas forcément des contrôles officiels. Mais par exemple, en Allemagne, on a un mécanisme, c'est-à-dire qu'on prend en compte le respect des lignes directrices qui sont publiées par la Fédération nationale pour sélectionner ou pas un cavalier dans l'équipe nationale. Donc ça a quand même un impact, c'est-à-dire que c'est
un des critères qui est utilisé au même titre que ses résultats en compétition. Le deuxième type de normes, donc, ce sont des normes contraignantes, mais qui ont en fait pour un autre objectif, c'est-à-dire qu'elles ont par ricochet l'effet de protéger le bien-être des équidés, mais elles visent avant tout soit à encadrer une activité économique, soit à préserver la santé publique. Donc c'est par exemple le cas de toutes les normes pour prendre en charge les animaux en déshérence qui ont plutôt un objectif de santé publique. Et enfin, les dernières normes, donc, ce sont les plus contraignantes, et uniquement 2 des pays de l'étude ont choisi d'adopter, donc ce sont des lois générales qui s'appliquent à tous les détenteurs d'équidés pour la possession d'équidés, et qui peuvent imposer des règles très contraignantes comme des superficies minimales de boxe, une obligation de sortie quotidienne, de sociabilisation, etc. Donc ce sont le Danemark et la Suède qui ont pris de telles lois. Dans ces 2 pays, elles sont assez mal perçues par les professionnels, même s'ils ont été impliqués dans leur rédaction. Il y en a même certains qui ont dû mettre la clé sous la porte parce que ça leur imposait des investissements en termes d'infrastructures, en termes de personnel qui étaient trop lourdes pour maintenir leur activité économique. Donc aujourd'hui, on va plutôt dans ces 2 pays dans un sens de machine arrière. Donc il y a eu une réforme en 2016 au Danemark pour alléger ces normes et une réforme qui est en cours de réflexion en Suède actuellement. Donc malgré tout, ça reste de modèles intéressants parce qu'ils servent en quelque sorte de cobayes, on va dire, et puis c'est intéressant de voir l'évolution de ces normes dans ces pays. Et donc au niveau européen, rassurez-vous, de telles normes ne sont pas envisagées, tout simplement parce que la disparité des situations entre pays rend totalement inenvisageable le fait d'avoir des normes uniformisées. On ne se voit pas du tout aller mesurer les tailles des box en Roumanie. Ils sont encore bien loin des objectifs qui peuvent être ceux des Scandinaves. En revanche, donc, au niveau européen, un rapport sur la propriété responsable et les soins des équidés, qui est d'initiative parlementaire, l'initiative de l'eurodéputée anglaise Julie Girling, a été adopté en février au Parlement européen. Donc ce n'est pas un texte de loi, il n'impose pas de mesures. Il invite simplement la Commission à s'intéresser au secteur du cheval et à prendre en compte les spécificités du cheval dans sa création de politique et d'une stratégie sur le bien-être au niveau européen. Donc ce qui est assez intéressant dans ce rapport et qui dénote un peu de ce qu'on a l'habitude de lire, c'est qu'il part du double constat que d'une part, la bien-importance de l'activité économique, des systèmes de production viables, favorise le bien-être des équidés et qu'à l'inverse, le bien-être des équidés permet aussi d'avoir des systèmes de production viables. Donc en liant ainsi l'économie et le bien-être, on inclut toutes les normes de bien-être dans des débats plus larges, donc notamment l'intégration des équidés à la PAC, le développement de la recherche et l'innovation, que ce soit en élevage ou dans le milieu des médicaments, par exemple. Et le deuxième point qui répond à la critique qu'on pouvait faire tout à l'heure sur les normes de soft law, c'est que l'objectif est vraiment de s'adresser aux particuliers en estimant qu'ils sont pour une partie responsables des éventuelles situations de mal-être par une certaine ignorance. Et donc c'est de pousser la Commission à mettre en œuvre des recherches pour avoir des indicateurs objectifs qui se basent sur des connaissances scientifiques pour pouvoir plus facilement évaluer le bien-être. Donc en conclusion, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, comme le disait Florence, tout ce qui a été abordé dans l'étude fait l'objet d'un ouvrage qui vient d'être publié, qui est sorti aujourd'hui et qui donc en avant-première pour la journée référence, qui est disponible à la vente, pour l'instant en version française uniquement, mais une version anglaise devrait venir prochainement, qui sera commercialisée en format électronique. Donc si vous avez des partenaires étrangers qui pourraient être intéressés. Donc j'espère que cette étude et cet ouvrage n'en resteront pas là et qui pourront être utilisés dans les réflexions européennes à l'avenir. Et c'est sur ce point que je vais conclure en rapidement dressant
un portrait des grands législatifs à venir dans l'année ou dans les années prochaines. Donc, comme j'en parlais, la réforme de la TVA, dont on attend une proposition législative en 2017, même si on attend certainement des négociations un peu plus longues que l'aune 2017. Ensuite, les discussions sur la PAC qui sont à l'horizon 2021, qui malgré tout approchent assez rapidement pour mieux intégrer les équidés à la PAC. Et enfin, ce qui devrait occuper la Commission européenne dans ces prochains mois et années, c'est principalement la législation secondaire sur les règlements santé animale et le règlement relatif à l'élevage d'animaux. Donc, qui sont les règlements qui mettent en place le nouveau système d'identification, qui impose des obligations pour l'identification, la traçabilité, l'enregistrement aussi des entreprises. Et le législateur européen, donc le Parlement et le Conseil, ont renvoyé beaucoup d'éléments, notamment sur les procédures d'identification, les modèles de documents, le maintien de l'UELN à la Commission européenne. Donc ce sont vraiment des négociations qui vont compter dans les années à venir. Et pour élargir un peu le débat, la réflexion commune qu'il faut certainement porter au niveau européen, c'est de savoir quels pourraient être les modes de financement durable pour l'avenir de la filière équine en Europe et surtout quelles réglementations pour les soutenir. Et ça, je pense que ce sont des thématiques qui sont au cœur de ce que fait le réseau européen du cheval et qui devrait donner lieu à une conférence en 2017, je crois, au Parlement européen. C'est ça. On essaye. Je ne donne pas de date pour ne pas mettre de pression. Donc voilà, je conclurai sur ça. Donc je ne sais pas si vous avez des questions.